Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entrons en Résilience sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Quand on parle de clés, moi j'ai un petit cheval de bataille qui revient fréquemment et qui est très très vaste, ce sont les dommages collatéraux. Quand on vit quelque chose, une épreuve, on ne la vit pas tout seul, ça a souvent un impact sur l'entourage, sur notre vie, sur la vie des autres. Aujourd'hui on reçoit tout de suite Kevin Margoni. Bonjour Kevin. Bonjour Patrick. Comment ça va? Ça va. Un peu tendu, mais ça va. Ouais, bah, ça va, on va se détendre tranquillement. On est juste nous deux, il n'y a personne qui écoute. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de monde. Mais Kevin, tout de suite, pour vous présenter, vous êtes quand même jeune, vous avez 26 ans. Vous êtes résident en France. On a des bip-bip qui sonnent, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Quand je parle de dommages collatéraux, c'est que vous avez, dans la première partie de votre vie, en tout cas, des drames, des bibites, comme on dit à Québec, des choses qui vous arrivent, qui vont avoir un impact quand même sur les années suivantes. Est-ce que vous pouvez nous situer brièvement, là, vers l'âge de 14 ans à peu près, qu'est-ce que vous avez vécu en fait en tant que jeune adolescent? J'étais dans une période où déjà j'étais pas forcément très heureux et à ce moment-là, il y a mon père qui décède et ma mère par la suite qui va faire une dépression et une grave dépression à la suite de cela et certains dommages, on va dire collatéraux dans la famille, etc., qui vont faire que il y aura une ambiance autour de moi très très pesante. Ok. Là, vous êtes donc en pleine adolescence. Comment on vit ça à 14 ans? On perd son papa pour retourner à l'école. Est-ce que vous avez envie d'en parler au moment ou pas? Ben, je l'ai vécu comme quelque chose où j'avais plus forcément de repères. Je savais pas ce qui se passait. Et après cela, au fil des années, avec ma mère qui ne supporte pas forcément ce décès, etc., j'ai vécu comme une perte totale de repères. Ah oui. C'est-à-dire que le cadre parental pour vous n'y était plus quelque part parce que votre maman a eu de la difficulté avec ça, ou c'était vraiment le regard, j'allais dire, extérieur. Parce qu'on se sent souvent regardé différemment quand il nous arrive quelque chose, surtout à cet âge-là. Qu'on soit très grand, qu'on perde quelqu'un, qu'on ait un bras dans le plâtre, ça peut être très léger même. Vous, c'est dans le milieu familial, sans être trop intrusif, ou c'est par rapport au monde extérieur, à votre famille, ou les deux? Vous avez le droit aussi. Euh, les deux, de toute manière, ouais, je réagissais, oui, plus au niveau familial, etc. Et après ce sentiment finalement que je ne savais pas où me situer, que ce soit à l'intérieur de chez moi ou à l'extérieur, parce que je ne me sentais pas bien à Ah l'extérieur. ouais, ok. Donc c'était vraiment global, quoi. C'était général. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que vous étiez d'une nature, je sais pas moi, timide? Vous étiez plein de copains autour de vous à l'école, ou vous étiez plutôt réservé à cette époque-là, avant la perte de votre père? Alors avant Ouais. ma perte, euh, avant j'avais très peu d'amis. J'en avais Ah, ok. On vient de été perdre la très connexion. très timide. Ouais. Ah, ok. Et au fil des années, c'est empiré d'ailleurs. Au fil des années, c'est empiré. Ouais. Mais à cette époque-là, j'étais déjà très discret, très timide, j'avais pratiquement pas d'amis. Et, et au niveau des relations avec les autres ne voulaient pas forcément m'apprécier parce que forcément Ouais. j'étais Je, j'étais en désaccord. je brûle quelques étapes, puis après on va revenir de manière chronologique, mais je pense tout de suite à une information, moi, que j'ai déjà, puis que nos auditeurs vont découvrir. Il y a l'air d'avoir vraiment un grand écart entre votre nature
en étant enfant, avant encore une fois la perte de votre papa, le fait d'être assez isolé, puisque vous proposez ce que vous faites maintenant, d'aller vers les autres, puis de libérer ces énergies-là. Donc c'est la raison principale pour laquelle vous êtes l'invité d'Entron Résilience aujourd'hui. On n'est pas là pour parler une demi-heure de votre timidité en tant qu'enfant, mais ça sent le beau défi tout ça. Par contre, on a bien compris qu'au moment du décès de votre papa, puis votre mère qui vit ça de manière très difficile, mais bon, je pense que c'est le cas de tout le monde dans ces pertes-là, vous êtes complètement, j'allais dire, paumé là-dedans, vous n'avez plus de repères, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Vous vous renfermez encore plus à ce moment-là? Un peu plus, oui, effectivement. Même si c'est pas à ce moment-là précis où je commence à m'enfermer, c'est plus dans les années qui vont suivre. Ok. Vous aviez une relation qui était forte avec votre papa ou... J'avais une relation assez, je pense, forte ou oui ou non, en fait, normale. J'avais une bonne relation avec lui, même s'il était très très sévère avec moi. Ouais, ok. Et avec ma famille, mais sinon voilà, on avait une relation pas trop normale à certains moments, mais voilà. Ouais, ok. Oui, et puis encore une fois, on ne rentre pas dans ce genre de détails. Nous, ça va être Kevin, ben, effectivement, à partir de ce moment-là aussi, votre cheminement qui devient très intéressant. Est-ce que vous vous investissez, vous savez, la mission, maintenant c'est moi le chef de famille, est-ce que ça déclenche des choses à ce niveau-là? Puis là, je parle pas par rapport à votre maman, là, qui vit ces étapes de deuil, comme on dit, chacun à sa manière, parce que, encore une fois, les étapes du deuil, moi, on est tous différents là-dessus. Est-ce que vous vous sentez chef de famille à ce moment-là, progressivement en tout cas? Non, pas du tout. Non, hein? Ok. Pas du tout. Ouais. J'aime ça, moi, avoir des invités hommes, que ça soit dans le groupe de l'émission de radio, quand vous venez commenter, puis vous êtes de plus en plus nombreux, puis merci les gars, comme on dit, parce qu'au départ, c'était un peu moins ma phobie. On va pas trop parler de phobie aujourd'hui, mais on sait que ça peut faire partie de la timidité et d'une forme d'isolement. Mais ma peur, au départ, c'était que justement, on se retrouve avec un groupe, là, parce que les femmes, on dirait, ont plus de facilité à parler de leurs émotions, de leur fragilité. Puis nous, parce qu'on est des gars, on va oser un peu moins. Donc encore une fois, merci d'être sans filtre comme ça, là, quand vous êtes en train de le faire, en disant non, non, qu'est-ce qu'il me demande l'animateur? Non, je me suis pas senti chef de famille. Puis on comprend bien qu'à 14 ans, c'est pas forcément votre rôle non plus. Puis que la perte de repère, dans votre cas, a été totale. Quelle est, facile ma question suivante, hein. Oui, pardon. Après, ça ne veut pas forcément me dire qu'on ne me l'a pas dit à l'époque. À Ouais. l'époque, on m'a fait des remarques comme quoi j'étais le seul homme de la famille, qu'il fallait peut-être que je sois voilà, un peu le chef de la famille, etc. Mais j'ai pas Ça doit être pire, ça, non, d'entendre ça, quand on n'est pas prêt et qu'on sait pas notre rôle de l'être. Je sais pas. Enfin, comme c'est assez loin, je peux pas encore dire précisément. Ouais, ouais. Et alors, Kevin tout seul, là, sans les suggestions de l'entourage de devenir le père de famille, c'est à quel moment que Kevin il dit je peux pas rester dans ce schéma-là, dans cette spirale-là, puisque j'ai cru comprendre que ça vous amenait, ça vous tirait un peu vers le bas, de vous isoler comme ça. Alors oui, je me tirais vers le bas. Enfin, je pense que j'ai choisi de me tirer vers le bas progressivement en trouvant, oui, oui, et finalement,
ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps pour que je me rende compte que je n'étais pas dans un schéma assez, assez bénéfique pour moi et pour mon bonheur. Ouais. Et je m'en suis rendu compte quand vraiment j'étais, on va dire, au fond du trou et ça a pris quelques années et c'est il n'y a pas très 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 longtemps Ouais. où Ouais. je me suis rendu compte de ça d'ailleurs. C'est curieux, on entend souvent, puis on le vit nous-mêmes, hein, tous autant qu'on est. On sait qu'il faut arriver au fond là, pour rebondir, mais ça n'empêche qu'on faut qu'on y aille quoi, au fond. On se remet pas à repartir vers la surface quelques mètres avant le fond. Est-ce que c'est un élément déclencheur dans votre cas, ou une succession plutôt d'événements ou de mois qui passent qui vous font prendre conscience de ça? Je pense qu'en fait c'est déjà ma nature de timide, de très très, enfin je dis de timide, mais en fait c'est ma nature de très grand et timide avec de l'extrême timidité qu'on fait que j'analysais beaucoup plus les choses parce que j'étais vachement en retrait, alors j'analysais vachement ce qui se passait autour de moi, peut-être plus aussi ce qui se passait chez moi. Et il y a un moment donné, oui, effectivement, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Il y a certaines choses que je ne comprenais pas pour quelles raisons j'avais tel comportement, pour quelles raisons il m'arrivait telle chose. Et il y a un moment donné où je me suis dit, stop, tu vas essayer de voir pour chercher des réponses. Et là, d'un coup, c'était le plafond qui est tombé un peu sur ma tête. Ah ouais, c'est la sensation que ça a procuré Euh, de dire ça a été brutal, c'est ça? voilà, où je me suis rendu compte que j'étais peut-être responsable de tous les ressentis, de toutes les émotions, de, euh, de, ben, de ce que, des peurs que j'avais, des angoisses, etc. Ouais. Et de mon mal-être, que j'étais peut-être responsable de tout cela. Mhm. Même si je dis peut-être, mais à l'heure actuelle, dans ma vision à moi, j'étais responsable à 100%. Ouais. Mais, Ouais. Euh, chers amis là, qui nous écoutaient et puis qui nous regardaient, de temps en temps, ça coupe un petit peu, donc on va essayer de ne pas faire de grimace, parce que si l'image se bloque au moment où on fait une grimace, on va avoir l'air très très bête. Mais le son est correct, puis bah, ça arrive, c'est les aléas des connexions Internet, puisqu'on a, ça n'a pas l'air comme ça, mais on a 6000 km d'écart entre nous deux pendant l'enregistrement. Euh, vous parliez à l'instant, vous vous êtes rendu compte que c'était vous-même qui vous mettiez dans cette situation-là. Euh, Est-ce que avant ce déclencheur-là, le plafond qui s'écroule, vous n'avez jamais eu l'impression que c'était par exemple de la faute des autres, à cause des autres? voilà. Parce que effectivement, je dis ça et ça peut surprendre que je dise ça. Ça peut même mettre certaines personnes en colère. Je le comprends forcément parce qu'on a cette tendance à croire que beaucoup de choses viennent des autres. Et je pense que c'est quand en mettant notre responsabilité, enfin en mettant la responsabilité plus sur nous, ça nous donnera beaucoup plus d'énergie pour atteindre nos objectifs, arranger certaines choses, etc. Parce qu'on a souvent cette tendance à se sentir fatigué, pas apte à changer Mmh. quoi que ce soit. Et effectivement, à l'époque, j'avais l'impression que c'était la faute des autres, que les autres étaient des monstres, que le monde était entre guillemets malfaisant, que j'avais pas ma place du tout dans ce monde-là. Je me pensais pas normal. Je me pensais, voilà, je Mmh. pensais que c'était. Déjà, je pensais aussi que c'était un peu ma faute parce que j'étais pas normal, que j'étais pas apte à être sur Terre, on va dire ça. Et en même temps, je pensais que c'était aussi de la faute des autres, etc. Ouais. On vous perçoit dans cette période-là de votre vie là, euh, comme, je dirais, quand on est pris entre deux murs, un qui est le déni, puis l'autre qui est le fait de se sous-estimer, quoi, un problème d'estime de soi. Euh, vous aviez, avec le recul, vous avez l'impression que vous aviez comme des œillères, là, quand vous disiez c'est la faute des autres. Parce qu'il faut prendre sa part, je comprends ça, mais, mais ça peut arriver que ça soit de la faute des autres aussi, quoi.
Oui, alors, oui, je pense que les autres sont activent certaines choses, que les autres activent, que les autres peuvent appuyer sur certains points qui peuvent nous faire souffrir. Mhm. Et, mais je pense que c'est notre manière d'y réagir qui fait que qu'on puisse être toujours dans le bonheur, etc. Peut-être pas tout de suite, mais après grandir, avoir encore plus confiance en soi, Mhm. etc. Et mais à cette époque, effectivement, je voyais pas du tout ça comme ça. Ok. Euh, je voyais comme quoi les gens voulaient me détruire, entre guillemets, et qu'il fallait que je m'en échappe, qu'il fallait que je reste chez moi, que je m'isole parce que j'avais très peur d'eux. Mhm. Et, et pour moi, c'était la faute des autres, ce qui faisait que je réfléchissais pas forcément énormément à ce que je pouvais changer dans ma vie. Ok. Est-ce que vous avez clairement été, par exemple, victime du regard des autres? Parce que tout à l'heure, vous disiez, je me sentais pas normal, pas à ma place. Oui, énormément. Énormément, ça jouait énormément au point où dès que je sortais dehors, j'en transpirais, j'angoissais, je trouvais les petits endroits, les petits endroits, les petits chemins pour me cacher, etc. Mhm. J'avais même peur, au point où j'avais peur, ça je le dis pas souvent, mais au point où j'avais peur même qu'il y ait une personne sur un trottoir, que je me dise, il faut absolument que je change de trottoir, qu'il n'y ait personne, etc. Mhm. J'avais peur de beaucoup de choses au Ouais. niveau du regard. Mais encore une fois, ça, c'était fondé. C'est pour ça que je reviens à la responsabilité des autres. On sait que le regard des autres peut être très cruel. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que ce regard soit anormal, mais vous, vous l'imaginiez, ce regard des autres bizarre, ou il était vraiment cruel, le regard des autres? Vous aviez des retours là-dessus de gens qui vous faisaient des réflexions? Alors, aux dernières années, beaucoup moins, parce que Ok. j'ai été rentré dans une personnalité très évidente, c'est-à-dire que j'évitais tellement les situations que forcément je pouvais plus trop avoir de remarques. Mhm. Je m'enfermais chez moi, dès que je sortais, j'essayais de trouver les manières de me cacher. En plus j'écoutais de la musique à bloc. Bref, je faisais tout pour me partir, entre guillemets, me Ouais. séparer de ce monde, de notre monde. Et c'était quoi la question? Est-ce que le Euh, regard des autres était réellement euh, alors réellement, non, dédaigneux ouais. pas du tout. Il n'était pas cruel. C'est juste moi qui m'étais imaginé qu'il était cruel parce que forcément, D'accord. toutes nos peurs sont au final, finalement fondées. Finalement, même si on peut penser à notre sens de notre responsabilité dans tout ça, Mhm. etc. Mhm. Et c'est tout est fondé finalement. C'est comme il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui disait comme quoi nous étions à 100% responsables de tout ce qui nous arrivait, sauf qu'on n'était pas forcément la cause ou l'origine, Mhm. mais nous seuls avons la réponse. Ouais. C'était ça, tout était fondé. Dans l'adolescence, je me faisais des fois insulter verbalement, souvent, pratiquement tous les jours, même dans la rue. Il Mhm. m'arrivait de me faire lyncher verbalement, même quand je n'étais pas à l'école, etc. Tout plein de choses Mhm. qui m'ont, qui finalement, après, au fil des années, m'ont fait croire que tous les regards étaient braqués sur moi pour se moquer. J'avais peur d'être humilié, d'être agressé dans Ouais, la ouais, rue. d'accord. Mais il y avait quelque chose de fondé au départ. C'était pas dans votre imagination, quoi. Voilà. Ok. C'était pas dans mon Mhm. imagination parce qu'il y a eu des trucs dans mon adolescence, Ouais. des trucs qui sont arrivés. Il faut, il faut le dire que parce que j'étais extrêmement timide et et que quand on est extrêmement timide, on a tendance à ne pas du tout apprécier les remarques, les critiques, etc. Ce qui fait que on commence Mhm. à ne pas être très sociable et les gens, les jeunes, surtout les jeunes, ont tendance à, à aimer, euh, pas forcément aimer, mais ils ont tendance à tomber sur la personne qui, on a l'impression qu'elle est fragile, ce qui Ben, fait qu'on va tomber dessus. ce qu'on appelle une proie facile.
Voilà, et quand on est adolescent, Mhm. on a cette tendance à ne pas forcément être bien dans sa peau, etc. Alors on va essayer de, de se soulager, d'augmenter sa confiance en Mhm. soi en essayant de trouver une victime. Et c'est pour ça que souvent les personnes qui sont très timides, etc., ils ont tendance à tomber dans ce piège-là. Ouais. Et Donc, dans les clés de vie, parce qu'on a bien compris que vous étiez dans ce que vous appelez d'ailleurs vous-même, hein, une personnalité évitante, pas évidente, parce qu'elle est évitante. Euh, Comment on en sort de ça? Je ne dis pas la méthode générale, hein, parce que on aimerait bien pouvoir la donner, là, mais ouais. vous, le plafond s'écroule, vous dites maintenant c'est assez, je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que vous allez chercher à ce moment-là, que ce soit des formations ou dans vos décisions, dans vos actions en fait? Alors concrètement, déjà, le sens le plafond qui tombe sur ma tête, c'est déjà un grand truc parce que finalement, la personnalité évitante, c'est quelqu'un qui a, et c'est la particularité de la personnalité évitante, c'est qu'il évite tout et qu'il a peur tellement des choses autour qu'il pense que tout arrive à cause des autres. Mhm. Et ce qui fait qu'il a un sens des responsabilités très, très, très basse. Déjà, le plafond, le sens de la responsabilité, c'est déjà un point à travailler, je pense, à appuyer énormément, à vraiment, vraiment, vraiment travailler quand on a la personnalité évitante. Et ensuite, la première chose, quand c'est tombé, quand ça s'est tombé, où je me suis dit, ça y est, je suis responsable de quelque chose, peut-être pas de tout. Au début, je n'avais pas conscience que j'étais responsable de beaucoup de choses, mais je me suis mis en, dans cette personnalité où je me suis dit, je vais chercher des clés. Je vais aller chercher des clés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance Mhm. en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je me sente mieux, plus heureux, etc. En fait, concrètement, quand je me suis rendu compte de tout cela, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une sorte de potentiel en moi, quelque chose en moi, mais qui était tout petit et que je ne voyais pas. Et un peu comme une petite lumière que finalement j'ai commencé à apercevoir. Et je me suis dit, cette lumière, finalement, c'est mon sens de la responsabilité. C'est un peu. Ok. Et donc C'est ce point qui m'active. pour exploiter ce potentiel dont vous parlez, vous tournez vers quoi? Qu'est-ce que vous allez Alors, chercher à ce je- moment-là? déjà, sur le coup, c'était avant que le plafond me tombe sur la tête, j'étais allé voir un psychologue. Mhm. Et au fil des séances, au fil des séances, c'est après que le plafond est tombé sur ma tête, quand c'est s'amélioré au fil des séances et que j'ai regardé une vidéo. C'était une vidéo d'un grand conférencier, David Laroche, une vidéo que j'avais déjà vue il y a très longtemps, mais quand je l'ai regardée à ce moment-là, bizarrement, j'ai été surpris, je me suis dit, mais merde, je regarde la même vidéo que j'ai déjà regardée avant et j'ai l'impression de ne pas regarder la même chose. Et Ça d'un vous coup, a je me suis parlé ce jour-là, c'est ça? voilà, ça m'a parlé. Surtout que Mhm. dans cette vidéo, ça parlait de la notion de responsabilité, qu'on pouvait aussi avoir confiance en nous-mêmes. Et d'un coup, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ah, il y a des trucs à faire, il y a des trucs qu'il faut que je fasse. Mhm. Et sinon, c'est une balle dans la tête. Ça veut dire que à ce moment-là, quand je me commençais à faire des actions, c'est parce que je regardais vachement dans le futur. Mhm. Je me posais la question, quelles seraient les conséquences si mon état continue d'être comme ça? Quelles seraient les conséquences? Et je me voyais pas dans des bonnes conséquences, des conséquences qui, enfin, que je n'étais pas satisfait des conséquences. Vous voulez dire, je me voyais être un ivrogne, je me voyais me pendre, etc. Parce que Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, j'étais vous aviez des idées sombres. Ouais. voilà, et je m'étais posé cette question et j'étais obsédé par les conséquences dans le futur si je restais comme ça. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que Et les conséquences de vos idées noires, si vous les aviez mises en pratique, vous avez pris conscience que c'était pas une solution, quoi. Contrairement à ce qui se passe malheureusement quand une personne va au bout de ces idées-là. Donc merci pour la publicité parce que là vous venez de dire que vous êtes allé chercher
des vidéos de conférenciers, etc. Ça tombe bien, sur Radio Clé de Vie, il y a plein de vidéos. Il y a plein de clés de différents conférenciers sur plein de thèmes. Donc merci beaucoup, Kevin. Quand on parle de vidéo, par contre, puis là je me fais l'avocat du diable là, du monde du visuel et virtuel. Ça ne veut pas dire qu'on interagit avec de vraies personnes. Puis je rappelle à nos auditeurs, là, si vous prenez l'émission en cours de route, vous arrivez d'une personnalité évitante, avec très peu d'amis ou de proches autour, ou de relations, d'interaction en tout cas. Est-ce que vous franchissez le pas à ce moment-là de décider d'en parler, je sais pas moi, d'aider les autres? Alors, quand j'étais dans ce premier cheminement où je me suis rendu compte que j'avais des choses à faire, Ouais. guérir, Le sens de la responsabilité dont vous parliez, ouais. en fait, oui, j'avais décidé de prendre d'un coup, de me mettre dans cette idée d'être dans l'action, de faire ce qu'on me disait de faire. J'ai écouté des vidéos, etc. J'ai commencé à lire des livres, à vraiment en lire. Et c'est surtout que quand je regardais une vidéo, je me disais, s'il y a un conseil, essaye de le faire. Ouais. Essaye de le faire. Ouais. Et j'ai commencé à me mettre à fond dans ça, c'est-à-dire beaucoup de livres, regarder beaucoup de vidéos. Et après, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des actions à l'extérieur pour me libérer de tout ce qui était de ma phobie sociale, de personnalité évitante. Et ensuite, quand j'ai commencé à guérir cela, de me guérir de ma timidité, etc. Ouais. S'il y a un livre que vous deviez retenir ou donner un exemple là, maintenant comme ça, là, sans trop réfléchir, un livre qui vous a beaucoup parlé, vous diriez. Alors, il y a beaucoup de livres qui m'ont parlé. À l'époque, en fait, c'était vraiment de prendre conscience que je pouvais faire certaines choses et que je pouvais croire certaines choses fausses parce qu'on a tendance à se mettre dans des réalités. Enfin, on croit à certaines réalités qui ne sont pas forcément vraies. Et c'était déjà ce cheminement. Alors, j'avais commencé à l'époque à lire, c'était des romans de développement personnel de Laurent Gounel. L'homme qui voulait être heureux, les dieux voyage incognito. Et tout plein de livres comme ça, qui d'un coup, j'ai eu des déclics, je me suis dit, en fait, c'est pas que j'ai juste des choses à actionner dans ma vie, je veux dire des petites actions dans mon sens de la responsabilité, c'est que c'est fascinant de voir que finalement, on voit des choses qui ne sont pas forcément vraies, on voit ce qu'on veut voir. Ouais. Voilà, on oublie certaines choses qui sont par rapport à nos croyances, etc. Que finalement, par rapport à nos pensées, le cerveau voit certaines choses à l'extérieur. Et c'est là où je suis tombé dans cette passion du développement, aussi du développement personnel. Et ça m'a aidé aussi de tomber dans cette passion. Et puis, chers amis, là, quand je vous parlais en début d'émission du grand écart de Kevin, c'est que, sauf erreur de ma part, si j'ai bien travaillé mes petits dossiers, maintenant, vous allez vers les gens qui sont touchés par une forte timidité et qui ont besoin d'apprendre à s'aimer quelque part. Voilà. Et ça, concrètement, parce qu'on arrive quasiment, c'est encore passé à la vitesse de la lumière, là, on arrive à la fin de l'émission. Puis on aura l'occasion, j'espère, de développer ce que vous faites à l'heure actuelle dans un autre format d'émission. Comment on fait déjà quand on est soi-même timide pour aller vers les autres, pour les encourager, et par quels moyens vous faites ça maintenant? Alors, ça m'a pris du temps pour essayer d'apprendre aux autres de s'aimer. Parce que je pense qu'il est préférable de s'aimer soi-même pour pouvoir, par exemple, aimer les autres et vouloir s'approcher des autres. Et c'est ma vision des choses. Mais ça m'a pris du temps parce que finalement, j'ai commencé à apprendre aux autres à vaincre leur phobie sociale, leur personnalité évitante. En gros, pour résumer, l'extrême timidité, il faut que j'arrête de trop employer certains mots que certaines personnes ne pourraient pas forcément comprendre tout de suite. En gros, l'extrême timidité. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand en fait je m'étais libéré
pratiquement totalement de ça. Je m'étais libéré déjà de la personnalité évitante, de mon extrême timidité. Je m'étais libéré une bonne partie de ma peur du regard des autres. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir apprendre aux autres à se libérer de cela. Et donc ça, à l'heure actuelle, vous le faites par différents moyens. Voilà, je le fais via une chaîne YouTube au nom de Kevin Margot, où je fais des vidéos plusieurs fois par semaine pour apprendre aux gens à avoir confiance. Eh ben on refera une émission dans un des deux formats plus promotionnels où vous allez revenir pour nous expliquer tout ça parce que puis je pense que je vais conclure en tout cas sur ce sentiment que j'ai suite aux 30 minutes qu'on vient de passer ensemble, qui sont passées très vite. Oui. C'est que je trouve qu'il y a toujours un message intéressant quand on reçoit un conseil, une clé, appelez-le comme vous voulez, de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur ce dont il est en train de parler. Oui, ça s'apprend dans les livres, on peut s'en servir aussi en parallèle, ça s'apprend dans les formations, c'est très important. C'est comme si on disait avec les mots on va remplacer les médicaments. Non. Mais quand on est hors du médical classique, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage comme le vôtre, qui est encore une fois sans filtre. Vous êtes juste Kevin Margoni, et puis on est bien content de vous avoir, je sais pas vous là, ce que vous en pensez, là, vous allez mettre des commentaires, tout ça, là. Mais je vais prendre la parole pour nos auditeurs, là, puis qu'il n'y a que moi qui peux parler de toute façon. On est bien content de vous avoir reçu dans cette émission d'Entron Résilience. Et puis on est bien content que vous ayez plus une personnalité évitante. Merci beaucoup Kevin, puis c'est certain qu'on va se revoir, se reparler, et puis qu'on va avoir de vos nouvelles, si vous le voulez bien sûr. Merci beaucoup, puis nous on se retrouve pour une prochaine émission d'Entrons en Résilience. On lâche pas, on continue. Merci du fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, à nous voir, à commenter, y compris les gars. Vous avez un bon exemple encore aujourd'hui. Salut Kevin. Bonne route. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir.